Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour cet exposé Maths pour tous. Merci à la classe du lycée Turgot d'être venue aussi. Donc mon exposé s'intitule « Je crois que la Terre est plate ». Bon, je suis désolé, mais je vais vite vous décevoir parce que la Terre n'est pas plate. En fait, Aristote, 350 ans avant Jésus-Christ, savait déjà que la Terre n'était pas plate. Comment il le savait? En regardant une éclicse de lune. Et pendant l'éclipse de lune, la Terre cache la Lune. Et du coup, on voit l'ombre de la Terre sur la Lune. Et comme l'ombre de la Terre sur la Lune était incurvée, il a compris que la Terre était, en tout cas, n'était pas plate, que la Terre était sphérique. Et je pense même qu'ici, tout le monde sait que la Terre n'est pas plate. Il y a eu beaucoup de dégâts pendant une certaine période, mais la Terre n'est pas plate. Et en réalité, elle n'est pas sphérique. Elle est un petit peu aplatie au pôle. On dit que la Terre, c'est une sphéroïde. Et elle n'est même pas une sphéroïde exactement, puisqu'elle a du relief. Donc la forme de la Terre, elle est beaucoup plus compliquée que juste une sphère. Mais en vrai, ça ne vous dérange pas de considérer la Terre comme sphérique? Parce que je ne sais pas, si on vous dit qu'elle est sphéroïde, vous dites bah ouais, en gros, c'est genre juste une Terre un peu aplatie. Ou l'inverse, je ne sais pas moi, une sphère, c'est juste une sphéroïde un peu bombée. Et en gros, le passage de l'un à l'autre est assez simple. La transformation qui permet de transformer l'une en l'autre conserve une grosse partie de la structure. Par contre, maintenant, si je vous dis que la Terre, elle est plate, donc c'est un rectangle, là, vous allez avoir du mal à imaginer la Terre comme telle, parce qu'on la voit pas, on ne s'imagine pas du tout plate. Et ça, si vous voulez, c'est dû au fait que c'est dur de voir comment on peut passer d'une sphère à un sphéroïde. C'est assez simple, il fallait juste aplatir, mais comment on fait pour passer d'une sphère à un rectangle? On sent que la transformation, elle est beaucoup plus compliquée et qu'en tout cas, elle n'est pas aussi simple et elle va déformer, elle ne conservera pas aussi bien la structure de la sphère. Et nous, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est capable de trouver une transformation qui va conserver une seule chose, un truc tout simple. Donc on voit que c'est difficile de conserver, on sent en tout cas que c'est difficile de conserver toute la structure de la sphère, mais on va se demander si on peut trouver une transformation qui conserve une seule chose, qui est vraiment fondamentale en mathématiques. C'est la première chose quasiment qu'on regarde à chaque fois, c'est les déplacements sans téléportation. Donc en gros, si vous vous déplacez sans vous téléporter, est-ce que je peux trouver une transformation telle qu'un déplacement sans téléportation sur la sphère se transforme en un déplacement sans téléportation sur le rectangle? Et réciproquement, est-ce qu'un déplacement sans téléportation sur le rectangle peut se transformer en un déplacement sans téléportation sur la sphère? Et donc ça va être notre problème de ce soir. Donc si je considère une sphère et un rectangle, est-il possible alors premièrement, transformer l'un en l'autre, et deuxièmement, alors nous on ne veut pas faire n'importe quelle transformation, on veut faire une transformation qui conserve les déplacements sans téléportation. Donc, voilà. Donc ça, c'est notre problème. Donc, en gros, si vous voulez, ce problème-là, c'est juste se dire, si on me met sur la sphère ou sur un rectangle, sans me dire sur lequel des deux on me met, est-ce qu'en utilisant que des arguments de déplacement sans téléportation, je serais capable de distinguer les deux, ou alors au contraire, est-ce que je pourrais croire que la Terre est plate? Donc comment est-ce qu'on va répondre à cette question? Premièrement, on va définir notre problème. Donc en particulier, on va définir une sphère, un rectangle, ça et ça. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de termes. Et deuxièmement, on va résoudre ce problème-là. D'accord? Et à la base, je pensais parler aussi de la conjecture de Poincaré, parce qu'à la suite de cet exposé, vous serez totalement capable de comprendre le mot le plus dur en fait, de la conjecture de Poincaré. Le reste, c'est vraiment simple comparé à ça. Mais je n'aurai pas le temps de le faire dans cet exposé-là, donc probablement je ferai une vidéo où je ferai juste la fin de cette conférence dedans. Mais enfin, voilà, à la fin de l'exposé, vous serez capable normalement par vous-même, ou en lisant un tout petit peu Wikipédia, de comprendre l'énoncé de la conjecture de Poincaré. Donc première étape, on va commencer par définir notre problème. D'accord? Donc tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire par définir? Définir, ça veut juste dire exprimer en des termes non ambigus. D'accord? Et pourquoi il faut définir? Tout simplement parce que si j'exprime en des termes non ambigus,
je vais avoir une seule interprétation possible de mon problème, et du coup, je vais avoir une seule réponse possible de mon problème. Et ça, en fait, si vous voulez, le fait de définir, ça permet d'éviter des débats inutiles que des fois on peut avoir, juste parce qu'on n'est pas en fait d'accord, on ne s'est pas mis d'accord sur la définition d'un terme, et la première personne est en train de débattre en ayant une première interprétation de cette définition, de ce terme-là, et la deuxième personne est en train de débattre avec une deuxième interprétation. Du coup, en fait, elles ne sont pas d'accord, mais elles ne sont pas d'accord non pas sur le même problème, mais sur des problèmes différents. Donc, en fait, le débat, il ne sert à rien. Et le fait de bien définir ces termes, au moins, plus personne peut ne pas être d'accord ou l'interpréter d'une autre manière. On est sûr qu'on discute bien de la même chose. Et aussi, la deuxième raison, c'est que définir, ça permet de pousser l'intuition bien au-delà. Qu'est-ce que j'entends par ça? J'entends que, en gros, l'intuition, elle part de ce qu'on sait, d'accord? Et c'est un peu, l'intuition, c'est un peu un truc flou qui est, on a des idées, mais c'est un peu flou. Et on ne sait pas concrètement dire quelle est notre intuition, etc. C'est un truc flou. Et le fait de prendre le temps de bien définir, on va rendre, en fait, cette intuition qui était floue, quelque chose qui est totalement explicite, sans aucun flou. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, ce qui était de l'intuition avant devient bien défini. Et maintenant, l'intuition, elle peut se baser sur les trucs qu'on vient de bien définir pour aller encore au-delà et essayer de percevoir des trucs encore plus compliqués. Maintenant, on sait pourquoi on veut définir. Comment est-ce qu'on fait pour définir? Ça, on va utiliser les mathématiques. Tout simplement parce que les mathématiques, contrairement à d'autres sciences, tout y est bien défini explicitement. Pour la simple et bonne raison qu'en gros, les mathématiques, c'est quoi? On se donne des axiomes, si vous voulez, c'est les règles de notre jeu, mais on se les donne, c'est-à-dire qu'on les connaît, et ces axiomes, ils sont définis explicitement. Et à partir de ces axiomes-là, on va essayer de jouer dans notre jeu. Par jouer, j'entends démontrer des théorèmes, etc. Donc on part de choses bien définies, et on va ensuite faire des démonstrations qui sont elles aussi explicites, sans aucun flou. Et du coup, à aucun moment, il y a du flou, il y a de l'ambiguïté dans ce qu'on fait, et aussi parce que c'est un exposé de mathématiques, donc le but, c'est un peu ça. Et c'est ça qui différencie les maths, par exemple, de la physique. Dans la physique, vous ne connaissez pas les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup d'ambiguïté sur certaines notions, parce qu'on ne connaît tout simplement pas les règles du jeu, alors qu'en maths, on les connaît. Et c'est là peut-être que les maths ont un intérêt. Donc maintenant, que faut-il définir? Tout simplement, il va nous falloir définir nos objets, donc la sphère et le rectangle, et ensuite définir la relation, donc c'est-à-dire ce que ça veut dire transformer l'un en l'autre, et conserver les déplacements sans téléportation. Donc, on a 4 choses à définir. Ok, commençons par définir les objets du coup. Alors le premier objet, avant de commencer à définir la sphère, on va aller un peu plus doucement, on va définir le cercle. Alors qu'est-ce que c'est le cercle? C'est l'ensemble des points qui se trouvent à une distance r d'un centre C. D'accord? Et moi, quand on me donne cette définition-là, j'ai immédiatement 2 questions qui me viennent en tête. La première, c'est les points de quoi? D'accord? Donc c'est les points de quoi? Du plan. Et le plan, en mathématiques, on le note R2, tout simplement parce qu'il faut 2 coordonnées pour repérer un point dans le plan. Et la deuxième question, donc on peut le modifier dans la définition, et la deuxième question, c'est, ça veut dire quoi distance? D'accord? Et en fait, en mathématiques, la distance dans le plan, en général, il y en a une qu'on utilise, c'est la distance euclidienne, qu'on appelle, et on peut la trouver, et si vous voulez, il faut la retrouver avec le théorème de Pythagore. Et donc voilà. Et donc on peut modifier notre définition en faisant apparaître la distance. Mais ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais la noter, cette distance, je vais la noter D2, donc 2 pour dire qu'on est dans le plan, de AB, d'accord? C'est-à-dire que à la place d'écrire la formule explicite avec des racines carrées, je vais la noter D2 de AB. Et pourquoi je fais ça? Il y a plusieurs bonnes raisons. Premièrement, ça va être plus court à écrire, c'est-à-dire qu'à la place d'écrire un truc avec des racines, je vais écrire D2 de AB, donc on peut le voir directement dans les slides là. Si je remplace, vous voyez bien que c'est plus court quand je remplace D2 de... Voilà. Deuxièmement, c'est pas évident, quand je vous montre racine carrée de trucs, de deviner que c'est une distance. Si je vous montre la racine carrée, peut-être que vous allez avoir du mal à me dire c'est la distance entre A et B. Troisièmement, en fait, ça n'a pas d'importance dans notre exposé de savoir concrètement comment la distance s'exprime. Il faut juste savoir que c'est une distance. Et les distances, vous en manipulez tous les jours. Enfin, tous les jours dans votre quotidien. Je pense que le mot distance ne vous est pas du tout étranger. Et quatrièmement, le fait d'introduire une notation comme ça va nous permettre d'imaginer d'autres distances. Donc la distance peut-être à laquelle vous pensez immédiatement, c'est la distance dans le plan, ça. Mais en fait, il y a plein d'autres distances que vous manipulez tous les jours. Par exemple, vous manipulez la distance temporelle. Je ne sais pas moi, il me faut 10 minutes pour aller chez un tel. Vous raisonnez en temps, vous ne raisonnez pas en distance géographique. Et par exemple, on peut très bien imaginer la carte de France vue avec la distance TGV. Donc c'est-à-dire qu'en moins il faut de temps en TGV pour aller d'une ville à une autre, plus on va les mettre proches sur la carte. Et vous voyez que par exemple la carte de la France, avec cette distance-là, elle est totalement déformée, c'est plus du tout la carte de la France qu'on connaît, mais c'est encore une distance. Ok.
on peut aussi, tant qu'on y est, réécrire un petit peu cette définition-là. Donc en mathématiques, on note ça plutôt de cette manière-là, un cercle. Donc ça se lit juste, en fait, c'est juste une réécriture, ça c'est juste l'ensemble des points M du plan, tel que la distance dans le plan entre M et le centre vaut R. Et une toute dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le 1 là. En fait, le cercle, on le note S1 de RC, donc R pour le rayon et C pour le centre. Enfin, ça, c'est moi-même qui ai pris cette définition-là, mais on le note souvent S1 en tout cas. Et pourquoi 1 ? Parce que quand vous êtes sur un cercle, ben, vous pouvez vous déplacer que dans une direction, autrement dit, la dimension sur un cercle est de 1. Vous ne pouvez que avancer ou reculer. Et là, je parlais encore un tout petit peu de dimension, mais il y a l'exposé d'Eva Philippe, qui était il y a 2 semaines, qui traite des dimensions. Donc, si ça vous intéresse, dans ce séminaire, si vous intéresse, vous pourrez aller le voir. Donc maintenant, on va passer à la sphère. Donc qu'est-ce que c'est la sphère ? Ben, c'est encore l'ensemble des points qui se trouvent à une distance r d'un centre. Donc en fait, c'est exactement la même chose que pour un cercle, sauf que cette fois-ci, si on se repose les deux mêmes questions, qu'est-ce que c'est les points là ? C'est les points de quoi ? De l'espace. Et donc, dans l'espace, on le note en mathématiques R3, et cette fois-ci, on le note R3 parce qu'il faut 3 coordonnées pour se repérer dans l'espace. Et donc, on peut remodifier la définition. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'entends cette fois-ci par distance ? Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai déjà noté directement dans la définition, parce que, enfin voilà, et j'ai mis un petit 3. Le petit 3, c'est pour dire que cette fois-ci, c'est la distance dans l'espace. Donc, c'est pas la même distance que dans... Enfin, pour l'intuition, c'est la même distance que dans le plan, mais mathématiquement, ce n'est pas la même expression. Vous l'avez vu, c'est une expression différente, donc on les note différemment. Mais c'est la même intuition que vous en avez. Enfin. Et donc cette fois-ci, c'est la même expression, sauf que dans la racine, vous allez avoir 3 termes. Et c'est encore du Pythagore, vous pouvez encore le faire avec Pythagore pour obtenir cette... voilà. Mais vraiment, je tiens à vous dire on s'en fout de savoir quelle est l'expression de cette distance-là, de savoir si c'est racine de je ne sais pas quoi. Juste, on a besoin dans l'exposé de comprendre de ce que c'est qu'une distance. Et ça, je pense que tout le monde a l'intuition de ce que c'est une distance. Donc là encore, on peut réécrire notre problème. Et cette fois-ci, on note S2, la sphère. Pourquoi S2 ? Tout simplement parce que quand vous êtes sur une sphère, là, cette fois-ci, vous avez 2 directions dans lesquelles vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez vous avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite. Et du coup, c'est pour ça, on a 2 dimensions de déplacement et c'est pour ça qu'on la note S2. Ok, donc là, on vient de définir la sphère. Maintenant, on va passer au deuxième objet. C'est le rectangle. Bon, ça, c'est assez simple à définir mathématiquement. C'est quoi ? C'est tout simplement l'ensemble des points du plan, tel que le x se trouve entre 0 et L, d'accord ? Et le y se trouve entre 0 et petit l. Donc, on peut le noter R grand L, petit l. Bon, voilà, je pense que c'est à peu près bon pour tout le monde, ces objets-là. Donc, conclusion, la sphère, c'est défini de cette manière-là. Donc, l'ensemble des points de l'espace à une distance R d'un centre C, avec la distance, une certaine distance. Et le rectangle, c'est cet ensemble-là. OK, donc là, on vient de définir nos 2 premiers points de notre problème. Maintenant, on va passer à ce qui les relie. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par transformer l'un en l'autre en conservant les déplacements sans téléportation ? D'accord ? C'est la deuxième étape maintenant. Donc, ça, en fait, c'est un peu un problème compliqué, a priori, parce que, je ne suis pas sûr que tout le monde se dise d'un coup, ah ouais, c'est facile pour définir ça, je le définis de telle manière. Normalement, c'est un problème un peu compliqué, pas trop, on va arriver à le faire dans l'exposé, mais c'est un peu un problème compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à un problème compliqué ? Il y a un mathématicien français on lui a posé cette question-là, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais ? Je généralise le problème que j'ai. En gros, généraliser, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire voir mon problème dans un espace de problème plus grand, d'accord ? Comme un sous-problème d'un espace de problème plus grand. Et une fois qu'on a généralisé, on va pouvoir prendre des cas simples de ce problème-là. Ça veut dire quoi ? On va pouvoir en gros regarder des problèmes similaires à notre problème originel, mais plus simples. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'abord de résoudre des problèmes similaires et plus simples, puis petit à petit, on va considérer des cas simples, puis petit à petit, on va considérer des cas de plus en plus compliqués. Et l'idée, c'est, en gros, si vous voulez, ça, c'est notre point de départ, là, c'est notre point d'arrivée, donc ça, c'est les capacités qu'on a intellectuelles au début, ça, c'est les capacités intellectuelles qu'il faut pour résoudre notre problème. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est, quelqu'un qui est très fort, il pourra directement aller de là à là, d'accord ? Mais si on n'est pas assez fort, on va essayer donc de considérer des cas simples. Et l'idée, c'est de créer un escalier entre le point d'arrivée et le point de départ. Et ça, ce sont exactement les termes dits par Alain Cohn. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent dans la salle, mais c'est un autre mathématicien qui a une médaille Fields d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure pendant la visite de ce que c'était. Et il fera d'ailleurs l'exposé de clôture du séminaire, si jamais vous êtes intéressé. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de choisir des cas simples. Donc dans notre cas, qu'est-ce que ça va être ? Premièrement, de généraliser le problème. Alors, pour généraliser le problème, je vais proposer une généralisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de généraliser un peu notre problème. Donc, je vais l'appeler problème
généraliser et je vais remplacer la sphère par un premier objet que je vais appeler x, si on considère x. Je vais remplacer le rectangle par un deuxième objet que je vais appeler y. Et pour pouvoir parler, nous, dans la suite, on veut parler de déplacement sans téléportation. Mais dans téléportation, on a l'idée de distance. Si on n'avait pas de notion de distance dans notre espace, on ne pourrait pas dire qu'on s'est téléporté ou pas. Donc, on va avoir besoin de considérer x avec une certaine distance, donc de prendre une distance sur x, que je vais noter d de x, d indice x, et y avec une autre distance, que je vais noter dy, d'accord. Et si ça vous fait peur de considérer des espaces x et y qui, a priori, on ne sait pas ce que c'est, avec des distances, a priori, on ne sait pas ce que c'est, vous pouvez très bien prendre des exemples. Dans votre tête, vous vous dites, je prends des exemples. Donc, par exemple, dans notre cas, on peut prendre pour x, on peut prendre le rectangle. Et comme distance, vous pouvez prendre d2, d'accord. Pour y, d2, c'est la distance dans le plan qu'on vient de voir, qu'on a vu tout à l'heure. Pour y, si vous voulez, vous pouvez prendre la sphère avec d3. Mais vous pouvez très bien prendre autre chose. Vous pouvez prendre maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre x, qui serait par exemple les États-Unis, donc les USA, avec une distance qui serait en miles. Ou vous pouvez prendre la France avec une distance qui serait en kilomètres. Bon, et vraiment, il ne faut pas se tracasser sur le fait qu'on ne sait pas précisément ce qu'est la distance, parce qu'on s'en fiche. C'est-à-dire que même moi, je ne sais pas la distance, je ne sais pas explicitement son expression. Ce que je sais juste, c'est que c'est une distance, et moi, savoir ce que c'est l'intuition que j'ai d'une distance me suffit pour pouvoir travailler sur ça. Donc, vous ne tracassez pas si jamais vous dites c'est quoi d de x, c'est une distance. Voilà, vous imaginez une distance. OK. Juste poser ça. Donc, on vient de généraliser notre problème. Maintenant, on va essayer de considérer des cas simples. La question, c'est quel cas simple on prend. Et en fait, trouver des cas simples, ce n'est pas si simple. Enfin, en tout cas, des cas simples intéressants. C'est-à-dire que le but des cas simples, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est de... Ah oui, je viens de l'effacer. C'est en gros de créer des marches de mettre des marches entre le point de départ et le point d'arrivée pour être capable, en fait, quelqu'un qui est moins fort, il sera peut-être pas capable de sauter de là à là, mais il sera peut-être capable à chaque fois de sauter de là à là, et à la fin, il arrivera quand même à l'endroit où on voulait arriver. Et l'idée, c'est de choisir des cas simples, tels que, en gros, si vous voulez, l'idée, c'est de choisir des marches qui soient assez hautes, parce que si on met que des marches trop petites, on va devoir sauter des tonnes de marches, et pour aller du point A au point B, on va devoir passer par 10 000 marches ou 10 000 cas intermédiaires, si vous voulez. Mais l'idée, c'est donc prendre des marches le plus hautes possible, mais pas trop hautes pour qu'on soit encore capable de les sauter. Et en fait, trouver des cas simples, quand on s'attaque à un problème qui n'est pas encore résolu, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que vous pouvez commencer des cas simples utiles, je parle, qui font avancer le schmilblick un peu. Et pourquoi? Parce que quand vous commencez un problème, vous ne savez pas quels sont les cas simples. Ça se trouve, vous avez considéré un premier cas que vous croyez simple, vous le résolvez, mais en fait, il ne sert absolument à rien à la résolution du cas général. Bon, du coup, c'est inutile. Ou alors, vous allez vous attaquer à un autre cas, mais qui est en fait beaucoup trop compliqué, et du coup, vous n'allez jamais savoir le résoudre. Ça, c'est la condition dans laquelle vous êtes quand vous ne savez pas résoudre un problème. Mais vous, là, ce soir, ce n'est pas votre cas, parce que vous n'êtes pas seul sur une feuille à couper du monde à ne pas savoir un problème, vous êtes en train de m'écouter, et moi, je sais comment résoudre le problème. Du coup, je vais vous proposer des cas simples. Et alors, vous pourriez vous dire, du coup, à quoi ça sert qu'il nous donne les cas simples? Parce que il pourrait directement nous donner la solution. Mais mon objectif à travers l'exposé, ce n'est pas juste que vous sachiez répéter par cœur la définition de ça. Mon but, c'est que vous l'ayez comprise. Et pour le comprendre, il va falloir reproduire un peu si vous voulez, le chemin que vous pouvez emprunter quand vous résolvez un problème. Du coup, ça va être l'objectif de ce soir. Donc, quels sont les cas simples que je vais vous présenter? Alors, je vais considérer 3 cas simples. Premièrement, on va considérer vous voyez, ça, donc 3 points, A qui sera 3 points et B qui sera 2 points. Ensuite, je vais considérer le segment, un premier segment, donc, qui relie le point 0, 0 et le point 1, 0, et le point 1, 0 et le point 1, 1. Et enfin, un troisième cas, alors il est un peu plus compliqué à comprendre, mais il n'est pas trop compliqué. Mon A, au début, je pars de ça, puis je m'interdis d'aller dans 1. Donc si vous voulez, les points sur le segment, je peux les représenter par 0 inclus et 1 exclu. Donc ça, c'est mon A, c'est mon ensemble A dans notre cas. Et mon ensemble B, ici, ça va être quoi? Ça va être le cercle, d'accord? Et le cercle, sur un cercle, on peut représenter les points par un angle compris entre 0 et 360, sauf que 360 sur un cercle, c'est 0 degré, d'accord? Donc du coup, en fait, pour se repérer sur un cercle, vous avez besoin de points entre 0 degré et 360 degrés exclus, d'accord? Donc là, 0 inclus, 1 exclu, 0 inclus, 360 exclus. Voilà, c'est nos deux objets.
et enfin, notre A et notre B dans le cas 3. Donc, maintenant, on va commencer. Premièrement, ça veut dire quoi? Transformer l'un en l'autre. Donc, transformer A en B, ça voudrait dire quoi? Ben, ça veut dire, en fait, transformer chaque point de A en un unique point de B. Donc, si je prends un point de A, je dois le transformer en un unique point de B, et on note f de A, puisqu'il est unique, ce point-là, donc on peut lui donner un nom pour l'identifier, on l'appelle f de A. Bon, ben ça, c'est le concept de fonction en mathématiques. C'est quoi une fonction en mathématiques? On va la noter G, elle va partir d'un ensemble X dans un ensemble Y. Eh ben, c'est juste faire correspondre à chaque point de X un unique point de Y qu'on note G de X. D'accord? Donc, un unique point de Y. Ok, ben, ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est que je vais vous tester et vous allez me dire dans chacun des cas, est-ce que ce que je vous présente, c'est des fonctions ou pas? Et donc, pour aller vite, à chaque fois, si vous pensez que c'est une fonction, vous levez la main, sinon vous ne faites rien. D'accord? Bon, premier exemple, on va prendre notre premier cas. Est-ce que ça, vous pensez que c'est une fonction? Le total, c'est-à-dire est-ce que quand je regarde cet ensemble-là et cet ensemble-là, ça donne une fonction? Ouais, il y a beaucoup de non et peu de oui. Alors, pourquoi ça ne serait pas une fonction, ça? Ouais. Ouais. Ah, tu penses que c'est une fonction? Quelqu'un pense que c'est pas une fonction ou pas? Ouais. Ouais, mais en fait, si vous voulez, donc toi tu me dis que en bas il y a 3 points et en haut il y en a 2. D'accord? Mais on pourra avoir des exemples de fonctions qui marchent là. Mais ça, pourquoi c'est pas une fonction? Alors, c'est pas une fonction, et pourquoi ça n'en est pas une? Il faut qu'à chaque point de A, on associe un point de B. Autrement dit, sur notre schéma, il faut qu'à chaque point de A, il y ait une flèche, une unique flèche qui parte vers un point de B. Ouais. Les points ne sont pas équivalents? Voilà. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un point là, à droite, auquel on n'a associé aucun point. Donc ça, c'est un point de A, auquel on n'a associé aucun point de B. D'accord? Donc ça, ce n'est pas une fonction. Parce que d'après notre définition, ben, il faut faire correspondre à tout point de A, donc à tout point du bas, un point du haut. Donc il faut que de tout point du bas, il y ait une flèche qui parte vers un point du haut, et une unique flèche. Maintenant, deuxième exemple, est-ce que ça, c'est une fonction? Non. Pourquoi? Ouais, et j'ai entendu, donc ça c'est, premièrement il y a un point qui est associé à aucun point, et deuxièmement il y a une autre raison, c'est que le point en bas à gauche, il est associé à 2 points en haut, d'accord? Et on a dit que dans une fonction, il faut qu'à chaque point de x, on associe un unique point de y. Donc ça c'est pas une fonction non plus, d'accord? Donc de un point d'en bas, il faut qu'il y ait une unique flèche qui parte vers un point en haut. Ok. Ça, est-ce que c'est une fonction d'après vous? Ouais. Ouais. Bah, c'est une fonction parce que chaque point de chaque point d'en bas part une unique flèche vers un point en haut. Donc ça, c'est une fonction. Est-ce que ça, c'est une fonction? Oui. Ouais. Pour la même raison. Ok, bon, maintenant, on va considérer notre cas 2. Est-ce que ça, c'est une fonction? Ouais, ça, c'est une fonction. Alors, j'ai fait une petite animation pour... Donc, vous pouvez voir que chaque point d'en bas est relié à un unique point en haut. Donc ça, c'est bien une fonction. Ça, c'est une fonction ou pas? Ouais, a priori, chaque point d'en bas est relié à un unique point. Ok, ça c'est bon. Ça, c'est une fonction? Ouais. Il va peut-être y avoir un piège hein, maintenant. Enfin, je sais pas. Et ça, donc ça c'est bon. Ça, est-ce que c'est une fonction? Non, parce que les points en bas à droite, là, bah, ils sont reliés à aucun point en haut. Donc ça, c'est pas une fonction. D'accord? Bon, bah, ça c'est invalide. Et dernièrement, bah, maintenant, si je suis en train de remplacer, maintenant, si les points en bas qui étaient reliés à personne, je les relie avec des points en haut tout droit, comme ça, est-ce que ça c'est une fonction? Bon, ok, ça c'est une fonction. Bon, et on fait un dernier exemple sur le cas 3, donc notre troisième cas. Est-ce que ça c'est une fonction? Alors c'est peut-être un peu dur à voir avec l'animation présentée comme ça. Ouais, c'est une fonction, encore pour la même raison. Chaque point de A est relié à un unique point de B. Parfait. Ok, maintenant, donc, on vient de comprendre ce que ça veut dire transformer. D'accord? Donc à chaque point d'un ensemble, j'associe un unique point dans l'autre ensemble. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'on veut dire transformer l'un en l'autre. Alors j'ai fait exprès, j'ai volontairement dit l'un en l'autre dans ma formulation, pour ne pas dire qui est l'un et qui est l'autre, parce qu'en fait, on veut transformer A en B, mais aussi on veut transformer B en A, d'accord? Et on veut que la transformation de B en A, elle ne soit pas n'importe laquelle, on veut que ça soit la transformation inverse de celle qu'on avait fait au début. Si vous voulez, quand vous passez d'une sphère à une sphéroïde, bah, vous l'aplatissez, et pour passer d'une sphéroïde
à une sphère, vous faites quoi? Vous faites de la transformation inverse qui consiste à la bomber, à étirer un peu l'épaule, quoi. Bon, bah, nous, on veut transformer, quand je parle de transformer l'un en l'autre, c'est transformer A en B et B en A de manière à ce que la transformation soit inverse. Et qu'est-ce que ça veut dire transformer? Ben, ça veut dire comme ça. Et du coup, pour faire la transformation inverse, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais inverser le sens des flèches. D'accord? Et on veut que ça soit une transformation de A dans B, donc ça veut dire qu'à un unique point de A, j'associe un unique point de B, que je note F de A. Et on veut que ça soit une transformation inverse, donc à un unique point de B, j'associe un unique point de A, qu'on va noter F-1 de B. La fonction dans l'autre sens, on la note F-1. D'accord? Pour qu'on comprenne qu'il y a bien un rapport entre f et f-1. Et si vous voulez, si je synthétise, en fait, transformer l'un en l'autre, ça veut juste dire faire correspondre un à un les points de A et les points de B. Être capable, en gros, de marier les points de A et les points de B. Vous mariez un point de A avec un unique point de B, et un unique point de B est marié avec un unique point de A, et tout le monde est marié entre eux. D'accord? Tout le monde est marié dans l'histoire. OK. Et si vous voulez, le point en bas, comment vous obtenez son mari dans l'autre ensemble, vous appliquez F. Et pour le point en haut, comment vous obtenez son mari dans l'autre ensemble? Ben vous appliquez F-1. OK, et ça, en mathématiques, on appelle ça une fonction de A dans B bijective. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire fonction bijective? Ça veut juste dire que vous prenez une fonction, et en plus de tout à l'heure, elle doit faire correspondre à un unique point de B, à un unique point de Y, donc Y de Y, un unique point de X qu'on va noter G-1 de Y. OK, voilà. Bon, ben, en langage naturel, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on est capable de relier un à un les points de A et les points de B. Vous pouvez faire des doubles flèches comme ça qui partent des points de A en points de B. OK, ben, comme tout à l'heure, on va faire un petit test sur les exemples pour voir si vous avez compris la notion. Donc, premier cas, est-ce que ça, c'est une fonction bijective? Pourquoi? Hein? Parce qu'en fait, ça, c'est même pas une fonction. Si vous voulez, je vous l'ai déjà montré ça tout à l'heure. C'est même pas une fonction, c'est-à-dire que nous, pour parler de fonction bijective, il faut d'abord que ça soit une fonction. Donc il faut d'abord qu'à tout point de x, ou à tout point de a, on associe un unique point dans y, d'accord, dans b. Donc ça, c'est même pas une fonction. Bon, ça, est-ce que ça, c'est une fonction bijective? Non, pourquoi? Très bien, parce que le point en haut à droite, ben, si on inverse le sens des flèches, on lui a associé aucun élément dans a. Ou alors, ah non, moi j'avais donné une autre justification, c'est que celui-là, là, on lui en a associé plusieurs, donc il faut en associer un unique, donc il y a plusieurs manières de justifier, mais bon, ce n'est pas une fonction. Est-ce que ça, c'est une fonction bijective, fonction bijective, attention. Non. Pourquoi? Parce que si on prend le point, si on inverse le sens des flèches et qu'on prend un point en haut à gauche, ben, on lui associe deux points de l'ensemble en bas, donc ça, ce n'est pas une fonction bijective. Maintenant, on va prendre notre cas 2, est-ce que ça, c'est une fonction bijective? Ouais, très bien. Parce que si j'inverse le sens des flèches, on a déjà vu que c'était une fonction, et si j'inverse le sens des flèches, bah, c'est encore une fonction. D'accord? J'associe encore un unique point à chaque fois. Parfait. Et là, vous voyez bien que je peux relier un à un les points de A et les points de B. J'ai une manière de les relier un à un. Est-ce que ça, c'est une fonction bijective? Ouais, parce que tous les points, si vous êtes au milieu, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans les extrémités, vous êtes relié à celui qui est en haut, celui à gauche est relié à celui à droite, et celui à droite à celui à gauche. Donc tout le monde est relié dans l'histoire, tout le monde est relié un à un, où on a fait correspondre tout le monde un à un. Ça, c'est bon. Est-ce que ça, c'est une fonction bijective? Ouais, toujours. Parce que pour exactement la même raison, si j'inverse le sens des flèches, c'est encore une fonction. Et je peux bien faire. Et si j'inverse encore, là, je peux bien faire correspondre un à un les points. Parfait. Est-ce que ça, c'est une fonction bijective? Non. Il y a des polygames. Ok, super. Tout simplement parce que si j'inverse le sens des flèches, là, en haut à droite, je fais correspondre à un élément en haut, deux éléments en bas. Donc, c'est pas bon. Ça, c'est pas une fonction bijective. OK, et on va prendre notre K3. Est-ce que notre K3, c'est une fonction bijective? Ouais, parce que si j'inverse le sens des flèches, bah, vous pouvez voir qu'encore, tout point du cercle en fait, est associé à un point du segment. Bon, bah, c'est parfait. On a compris ce que ça voulait dire, donc félicitations. Bah, vous venez de comprendre deux notions que moi j'avais découvertes en classe préparatoire, en sup. Donc la notion de fonction et la notion de bijection. OK, ben, on a déjà fait un bon bout de chemin. On sait ce que ça veut dire transformer l'un en l'autre. Donc ça veut dire quoi, transformer l'un en l'autre? Ça veut juste dire... Ah mince, ah, j'ai appuyé sans faire exprès sur le... Bon. Ok, bon j'ai appuyé sans faire... Bon, ça veut dire quoi transformer l'un en l'autre? Ça veut juste dire qu'il existe une fonction qui va de g, de x, une fonction g, pardon, qui va de x dans y, bijective.
D'accord? Ça veut juste dire qu'il existe une fonction qui va de x dans y et qui est bijective. Bon, ben maintenant, on va continuer à définir notre problème. Donc la deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par conserver les déplacements sans téléportation? D'accord? C'est la deuxième étape. Bon, ben, tout simplement, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire se déplacer sans se téléporter? Bon, pour ça, je vais faire appel à Tom. Bon, vous l'avez déjà vu, du coup, c'est un peu loupé. Mais je vais l'appeler Tom. C'est un petit bonhomme. Il se déplace, il a une position que je note P, d'accord? Et je vais dire qu'il se déplace dans le plan, donc c'est une position qui est dans R2. Et il peut se déplacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa position dépend du temps. D'accord? Et je vais dire qu'il se déplace avec T qui varie entre 0 et 1, donc entre 0 heure et 1 heure, si vous voulez. Et je peux synthétiser ça en disant juste qu'en fait, sa position, c'est une fonction du temps dans le plan. Bon. Et il peut se déplacer sans se téléporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il se déplace. Donc vous voyez en bas, c'est le temps qui évolue, et en haut, c'est la position. Le point en bas, c'est le temps, et le point en haut, c'est P de T. Donc voilà, il se déplace sans se téléporter. Il peut aussi se déplacer en se téléportant. Donc par exemple, comme ça. Hop, là, il se téléporte. Voilà. Et donc en bas, il y a le temps qui varie à chaque fois, et vous voyez la position à chaque fois. OK. Bon, maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, du coup, se déplacer sans se téléporter. Si je considère donc, la première fonction position, à chaque instant S, quand je fais varier, en fait, ça veut dire quoi se déplacer sans se téléporter? À l'instant S, hein, attention, là je parle de déplacement sans téléportation à l'instant S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis à l'instant S et que je ne veux pas me téléporter, donc ça veut dire que je ne saute pas dans le temps, d'accord? Autrement dit, ça veut dire que quand je fais varier un tout petit peu le temps, ma position n'a pas bougé énormément, je peux la faire varier, ma position elle a varié un tout petit peu aussi, d'accord? Autrement dit, quand je fais varier infiniment faiblement mon temps autour de S, ça fait varier infiniment faiblement ma position P de T autour de P de S. Ça veut dire ça, se déplacer sans se téléporter, d'accord? Quand je prends l'instant juste après, j'ai pas fait un saut incroyable. Donc autrement dit, quand je prends deux instants très proches, ça va donner deux positions très proches. Okay? Donc si je les fais varier infiniment faible, si je fais varier T infiniment faiblement autour de S, ça va entraîner une variation infiniment faible de P de T autour de P de S. Ça, c'est se déplacer sans se téléporter. Maintenant, ça veut dire quoi se déplacer avec téléportation? Ça veut dire qu'il existe un instant S, donc par exemple, nous, dans notre cas, on va dire que c'est l'instant S égale 0, tel que quand je fais varier un tout petit peu le temps, ça ne fait pas varier un tout petit peu la position. D'accord? On dit en mathématiques qu'une variation infiniment faible du temps, T autour de S, n'entraîne pas une variation infiniment faible de la position. Donc là, vous pouvez voir, quand mon temps, il varie un tout petit peu, mais hop, d'un coup, là, ça va varier énormément la position. Et même si je faisais varier T, je rapprochais T très proche de S, je n'arriverais pas à rapprocher P de T très proche de P de S. D'accord? Il y a un saut. Donc ça, c'est un déplacement avec téléportation. Je passais à ça de... donc maintenant, on va essayer de formuler mathématiquement ce que ça veut dire. Je vous ai dit, se déplacer sans téléportation à l'instant S, ça veut dire que quand on est à l'instant S, je peux, en rapprochant T très proche de S, rapprocher P de T très proche de P de S. Autrement dit, si je veux rapprocher P de T à une distance ε1 de P de S, je vais pouvoir, en mettant T assez proche, là vous voyez, si je mettais, bon là il s'éloigne, mais si je le mets assez proche, c'est-à-dire là par exemple, hop, ça c'est bon, c'est à une bonne distance ε1. Autrement dit, si T est distant d'une distance S inférieure à une certaine distance, donc état 1 on va l'appeler, et ma position sera aussi inférieure à une certaine distance, ε1 de truc. Mais je peux rapprocher, si je fais rapprocher mon temps encore plus proche de S, ma position sera encore plus proche de P de S. Autrement dit, si je prends maintenant un ε2 plus petit, je prends un ε2 plus petit, comme je ne me téléporte pas, je vais pouvoir, en rapprochant le temps très proche de S, rapprocher la position très proche de P de S de telle sorte à ce que la distance entre P de S et P de T soit inférieure à ce ε2, donc de la même manière. Et là, cette fois-ci, si T et S sont inférieurs, donc là, cette fois-ci, je l'ai appelé état 2, si T et S sont inférieurs à état 2, on aura bien que la position P de T est inférieure à la position P de S, la distance est inférieure à ε2. Bon, ça, en mathématiques, on appelle ça fonction continue en S. Une fonction où on ne se téléporte pas à l'instant S. Et qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement? Ça veut juste dire que si je prends une fonction, voilà, je vais dire qu'elle est continue en S, et S, ça va être un point de X, si, pour tout epsilon strictement positif,
donc je me prends epsilon, et ben, je peux trouver un état tel que si mon x, donc ma variable, je la rapproche de S à moins de état près, ben, je vais aussi rapprocher mon g de x à moins de epsilon de g de S. Autrement dit, quand je me fixe une distance autour de g de S, si je rapproche x assez proche de S, ben, je vais faire rapprocher aussi g de x assez proche de g de S, de telle sorte à ce que ça soit dans le cercle qu'on a là. Donc voilà. Ça, c'est la notion de fonction continue en maths. En langage naturel, ça veut juste dire qu'une variation infiniment faible de x autour de S entraîne par la fonction g une variation infiniment faible de g de x par rapport à g de S. D'accord ? Ou dit autrement, si vous voulez, la continuité, une fonction est continue si elle conserve les variations infiniment faibles. C'est-à-dire si une variation infiniment faible de ma variable entraîne une variation infiniment faible du résultat. D'accord ? Ok, parfait. Mais nous, dans notre cas, on ne parle pas juste de déplacement sans téléportation à l'instant S. On parle de déplacement sans téléportation tout court. Ben, ça veut dire quoi se déplacer sans téléportation tout court? Ça veut juste dire qu'à tout instant, on se déplace sans se téléporter. D'accord? Bon, bah, déplacement sans téléportation à tout instant S, bon, bah, ça veut dire quoi? Bah, l'équivalent, ça veut dire, bon, cet exemple-là, bon, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et en mathématiques, ça correspond à dire fonction continue à la place de fonction continue en S. Et mathématiquement, bah, une fonction continue, c'est quoi? Bah, c'est une fonction qui est continue en tout instant S. D'accord? Donc c'est juste une reformulation, enfin j'ai juste donné les termes que utilisent les mathématiciens pour dire déplacement sans téléportation à l'instant S et déplacement sans téléportation tout court. D'accord? Ok, parfait. Et cette fois-ci, en langage naturel, une fonction qui est continue, ça veut dire qu'une variation infiniment faible, mais non, cette fois-ci plus forcément autour de S, mais n'importe où, une variation infiniment faible de la variable, par G, ça donne encore une variation infiniment faible. Tout à l'heure, c'était juste autour de S, là, c'est n'importe où dans l'espace de départ. Et autrement dit, une deuxième reformulation, c'est juste que G conserve les variations infiniment faibles, tout court. Voilà, donc vous prenez une fonction, si vous faites varier un tout petit peu là, vous ferez varier un tout petit peu le résultat. Le tout petit peu en maths, on dit infiniment faiblement. Voilà, c'est tout petit peu quoi. Ok, ben on va refaire une série de tests pour voir si vous avez... Voilà, là ils sont un peu plus simples. Là ils sont un peu plus simples parce que, enfin, on les a déjà étudiés. Mais juste pour voir si vous avez compris ce que c'est une fonction continue. Si je prends ça, est-ce que ça c'est une fonction continue? Ouais, parce qu'en fait, quand je prends, là j'ai pris un certain instant S, vous voyez bien que quand je rapproche très proche t de S, bah, P de t est rapproché très près. Bon, ok. Mais ça doit être valable aussi pour que je dise que c'est une fonction continue, ça doit être valable à un autre instant S, donc là j'en ai pris un autre. Et vous voyez bien qu'à cet autre instant, quand je rapproche t très proche de S, infiniment prochement ou près de, enfin, ça se dit pas, mais de manière infiniment près de S, ben, c'est la même chose pour le résultat. Donc ça c'est bon, c'est une fonction. Et ça du coup, est-ce que c'est une fonction continue? Non, parce que cette fois-ci, si je prends S qui égale 0,5, ben, quand je me déplace autour, donc si je me déplace par la gauche, vous voyez bien que si je me déplace par la gauche, ça passe, genre là ça ne me téléporte pas, mais c'est dès que je me déplace à droite, un tout petit peu à droite, hop là je me téléporte. D'accord? Donc ça c'est pas bon. En fait, si vous voulez, ce qui pose problème, c'est que l'instant, alors ce qui pose problème, c'est qu'en l'instant S 0,5, ben, ma fonction elle n'est pas continue. Et pour dire que la fonction elle est continue tout court, bah, il faut qu'elle soit continue à tout instant. Donc si à l'instant S égale 0,5, ma fonction elle n'est pas continue, bah, je ne peux pas dire que ma fonction elle est continue du tout, quoi. Globalement, je ne peux pas dire qu'elle est continue. Ok, bah, parfait. Vous venez de comprendre une deuxième notion, qui est la notion de fonction continue. Ça, c'est une notion que moi j'avais vue sous cette expression-là, avec des distances. On la voit un peu plus simplement, mais avec des distances. C'est une notion que j'ai vue en deuxième année de classe préparatoire. Et je tiens juste à faire remarquer que la formule qu'on a donnée tout à l'heure avec l'epsilon et l'état et tout, elle paraît vachement compliquée quand on l'écrit au début, enfin a priori, de prime abord. Mais quand on la regarde de plus près et qu'on prend des schémas et qu'on essaie de la comprendre, en fait elle est triviale. Ça veut juste dire que je peux rapprocher P de T aussi proche que je veux de P de S en rapprochant T aussi proche de S que je veux. Bon, c'est tout. Ça veut juste dire ça et les schémas le montrent très bien. Et ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que bon, si vous n'avez pas d'exemple et que vous n'avez pas l'idée de prendre des exemples, la formule elle va devenir incompréhensible, elle va être très dure à comprendre. Et des fois, c'est dur de trouver les exemples par soi-même, ou comme tout à l'heure, de considérer les bons cas simples. C'est dur quand on n'est pas aidé des fois. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais avoir peur quand vous avez une formule compliquée. Toujours essayer de prendre des exemples et de voir. Et d'un coup, en fait, des fois, dans les concours, les formules, les questions qui paraissent ultra compliquées, c'est juste du calcul. Et les questions, les énoncés qui sont très simples, en fait, on n'y arrive pas du tout.
Et enfin, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences, quoi, on va dire. Bon, ben maintenant, on a expliqué ce que ça veut dire les déplacements sans téléportation. Ben, on va essayer de voir ce que ça veut dire conserver cette fois-ci les déplacements sans téléportation. D'accord? Donc, toute la phrase ici, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, conserver les déplacements sans téléportation, ça veut dire que si je fais varier un tout petit peu a, enfin, en gros, se déplacer sans se téléporter, ça veut juste dire que c'est une suite de variations infiniment faibles, d'accord, de la position. Bon, ben, si je fais varier très très faiblement a, si je veux conserver le déplacement sans téléportation, il faut aussi, quand j'applique f, ça transforme très 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 faiblement à, que f de a soit transformé très très faiblement, que f de a varie très très faiblement. Bon, mais nous, on veut conserver les déplacements sans téléportation dans les deux sens. Donc, le premier sens, ça veut juste dire qu'on conserve les variations infiniment faibles de a. Et pour le deuxième sens, ça veut dire que si je fais varier infiniment faiblement b en haut, ben, quand j'applique cette fois-ci la fonction inverse, ça fait varier f-1 de b infiniment faiblement en bas. Et donc ça veut dire conserver les variations infiniment faibles de b. Et en mathématiques, en fait, ça veut dire quoi? Ça, conserver les variations infiniment faibles de a, ça correspondrait à dire quoi, en fait? Que c'est continu, mais quoi est continu? Laquelle fonction? C'est quoi les noms? Les deux fonctions. Voilà. En fait, l'idée, c'est que dans le premier cas, on va dire que f est continu, c'est-à-dire la fonction qui va de bas en haut est continue. Et dans le deuxième cas, on va dire que la fonction qui va de haut en bas est continue aussi. D'accord? Donc en fait, depuis le début, conserver les déplacements sans téléportation, ça veut juste dire prendre une fonction continue. D'accord? C'est aussi simple que ça. Bon, ben, on peut juste, ben maintenant, c'est bon, on va essayer de réécrire notre problème. On peut le réécrire entièrement. Donc ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que G et G-1 sont continus. Voilà. Ben, c'est bon, on a défini notre problème en entier. Donc, ben, je vais juste vous donner quelques définitions, parce qu'en fait, les mathématiciens, ils ont des termes exprès pour ces trucs-là. Donc, première définition, si on prend une fonction g qui est de x dans y, on va dire que c'est un homéomorphisme si elle est bijective et que g et g-1 sont continus. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'on vient d'écrire là. C'est juste qu'en mathématiques, il y a un mot, à la place de dire on prend g bijective tel que g et g-1 sont continus, ben on a abrégé par homéomorphisme. Donc ça, si vous voulez, ça veut juste dire... Alors, est-il possible en mathématiques, on ne dirait pas est-il possible, on dirait plutôt existe-t-il. Donc en mathématiques, on dit plutôt... Ah, il faut que je fasse gaffe. À chaque fois, j'appuie sur ce... Bon. OK. Existe-t-il? Voilà. Et donc, du coup, ce truc-là, ben, c'est juste, en mathématiques, existe-t-il un homéomorphisme? Voilà. Donc, en fait, la question qu'on se posait depuis le début, les mathématiciens, eux, ils diraient, est-ce qu'il existe un homéomorphisme entre x et y? Et quand il existe un tel homéomorphisme, si cet homéomorphisme existe, ben, on a un terme exprès pour ça. Alors, juste avant, parce que je vais le faire dans l'autre sens, qu'est-ce que ça veut dire homéomorphisme? Si je résume, en langage naturel, c'était mon truc là, mais du coup, je l'ai sauté sans faire exprès. En langage naturel, ça veut juste dire quoi? Créer un homéomorphisme entre x et y, ça veut juste dire qu'on arrive à créer une bijection, donc relier à 1 les points de x et les points de y, de telle sorte à ce que ben, la transformation dans un sens soit continue, et sa transformation réciproque soit continue, c'est-à-dire que quand je fais varier un tout petit peu là, ça fait varier un tout petit peu là quand j'applique la fonction, et quand je fais un varier un tout petit peu là et que j'applique ça en inverse, ça fait varier un tout petit peu là. Voilà, c'est juste ça un homéomorphisme en maths. Et donc du coup, les mathématiciens, ils ont un autre terme encore, c'est que dans le cas où cet homéomorphisme-là existe, eh ben, ils vont dire que x et y sont homéomorphes. D'accord ? Bon ben voilà. Ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais vous retester encore une fois. Et sur les trois cas qu'on a pris, tout à l'heure,
maintenant on va se demander, est-ce que dans chacun des cas, les objets sont homéomorphes? Et si oui, en tout cas, si oui, on va faire que le cas si oui, enfin on va voir. Mais en tout cas, on va se demander est-ce qu'ils sont homéomorphes, et vous allez essayer de me dire si le truc que je vous présente ou si vous avez une idée d'un homéomorphisme entre les deux. Donc premier cas, est-ce que vous pensez que ça c'est deux, donc c'est le A qui est en bas et qui a 3 points, et le B en haut qui a 2 points, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être homéomorphes? Pourquoi? Donc ils sont, voilà, en fait, le problème ici, homéomorphisme, il faut qu'il y ait bijection et continu dans les deux sens. Et en fait, il n'y a même pas bijection dans notre cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, dans ce cas-là, de relier un à un les points en haut et les points en bas. Donc on ne peut même pas prétendre à ce qu'il y ait un homéomorphisme, parce qu'on n'arrive même pas à créer une bijection entre les deux. Bon, ces deux objets-là, ils sont non homéomorphes, parce qu'il n'existe pas d'homéomorphisme entre les deux. Parfait. Maintenant, on va prendre notre cas 2. Est-ce que ça et ça, vous pensez que sont homéomorphes? Ouais, pourquoi? Alors, une personne lève la main et j'interromps. Ouais. Ok, donc là, alors je répète juste ton intervention, tu es en train de me dire que les deux sont une droite, donc dans les deux il y a une infinité de points, donc en gros il y a le même nombre de points dans les deux, c'est ça? Alors, vu comme ça, je pense que c'est faux. En fait c'est une très bonne remarque que tu fais, c'est-à-dire qu'en maths il y a plusieurs infinis différents, et le fait de dire infini, ça ne suffit pas à dire qu'il y a une bijection entre les deux ensembles, et Arthur Toiti, qui fera l'exposé de la semaine prochaine, parlera de la notion des différents infinis en mathématiques, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir son exposé. Donc en fait, juste dire que les deux sont infinis, ça ne suffit pas à dire qu'il y a une bijection entre les deux. Je pourrais spoiler un peu son exposé, mais je ne vais pas le faire. Mais voilà, donc ton argument est pas mal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bijection. Là, je ne suis pas en train de te dire que du coup, il n'y a pas de bijection, mais en tout cas, cet argument n'est pas valable. Et du coup, est-ce que quelqu'un saurait... Ouais. Et pourquoi... Alors, tu me dis qu'elles sont bijectives et continues. Pourquoi elles sont bijectives? Voilà, en fait, tout à l'heure, déjà, on a vu 3 exemples de fonctions bijectives. On a vu ces 3 fonctions-là. Donc déjà, on sait que ça doit être bijectif. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre chacun des bijections et on va regarder si ce sont des homomorphismes. Autrement dit, on va regarder si c'est continu dans les deux sens. Bon, prenons le premier. Est-ce que ça, c'est continu dans les deux sens, d'après vous? Ouais, bon, on va faire le test. Si je prends le premier sens, ça, c'est continu. D'accord? Parce que quand je fais varier A un tout petit peu, ça fait varier f de A un tout petit peu, et ça n'importe où en bas. Bon, et maintenant, pour savoir si le sens inverse est aussi continu, j'inverse le sens des flèches, et maintenant, quand je fais varier un tout petit peu B, il faut que ça fasse varier un tout petit peu f-1 de B. Bon, ça, c'est aussi continu. Donc, en fait, ça, c'est un homéomorphisme. Voilà, premier exemple d'homéomorphisme. Donc, maintenant, on va prendre le deuxième. Est-ce que ça, c'est un homéomorphisme d'après vous? Non. Pourquoi? Voilà. En fait, c'est bijectif, mais ce n'est pas continu. C'est-à-dire que là, si je me mets là, et regardez, je fais varier un tout petit peu A à chaque fois, et hop, d'un coup, il y a f de A qui a énormément varié. Et le truc, c'est que même en faisant varier A même en faisant varier un tout petit peu A autour de ça, je continuerai à faire varier f de A énormément autour de ce point-là. Donc cette fonction-là, elle n'est pas continue, d'accord? Et alors, on pourrait se poser la question de la fonction inverse, mais déjà comme celle-là, elle n'est même pas continue, on sait que ça ne pourra pas être un homéomorphisme. Donc celle-là, ce n'est pas un homéomorphisme. Et de toute façon, c'est la même chose pour l'autre fonction, parce que vous inversez sans effet, il se passera exactement la même chose. Et maintenant, deuxième bijection qu'on avait tout à l'heure, est-ce que ça, c'est un homéomorphisme? Ouais. Alors, j'ai entendu un non? Non. Pourquoi? Pourquoi non? Où est-ce qu'elle est discontinue? Alors, discontinue, ça veut dire que... Ouais. Ok, donc toi, tu es en train de me dire qu'en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce point-là, si je prends son image là, c'est très loin de ce point-là avec ça, c'est ça? Mais en fait, ce qui nous intéresse dans la continuité, c'est localement. Enfin, on ne va pas comparer des points très loin, on regarde autour de ce point. C'est-à-dire que je vais me prendre un point, et la question, c'est, pour savoir si elle est continue, je prends un point, quelconque, et je dois être capable, en faisant varier ma variable, si ça c'est mon point et je fais varier mon truc très proche, est-ce que ça va faire varier à chaque fois très proche? Et du coup, dans notre cas, regarde, si je... non, je me suis trompé de sens. Tu vois, quand je fais varier à chaque fois A très faiblement, là, ça fait toujours varier f de A très faiblement.
Voilà, donc ça c'est continu. Parce qu'on s'en fiche de savoir les points qui sont très loin, il faut juste que tout autour, mais très 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 proche, est-ce que genre, ça fait varier un tout petit peu, quoi. Ok, ben, du coup, ça, on peut inverser le sens des flèches. Et maintenant, quand je fais varier un tout petit peu b, ben, je fais aussi varier un tout petit peu f-1 de b. Ça, c'est parfait. Donc ça, c'est un homomorphisme. Maintenant, troisième exemple, l'exemple qu'on a vu. Ah non, c'était le troisième. Bon, bah, ok, on a fini. Donc du coup, conclusion sur ça, ben, A et B sont bien homéomorphes. Et on a trouvé deux manières, deux homéomorphismes entre les deux. Donc le premier homomorphisme à gauche et le deuxième homomorphisme à droite. Et en fait, là, ce dont on peut se rendre compte, c'est si jamais vous vous intéressez vous utilisez que des arguments de déplacement infiniment faibles, ben vous ne serez pas capable, si je vous mets sur A ou sur B sans vous dire sur lequel vous êtes, vous ne serez pas capable de me dire sur lequel vous vous trouvez en utilisant que des arguments de déplacement infiniment faibles. Pourquoi? Parce que si je vous mets là, par exemple, et que je vous mets sur un des deux et vous ne savez pas sur lequel vous êtes, et vous me dites par exemple, bah, je me trouve sur celui en bas, bah, je pourrais très bien te demander comment tu fais, et quelqu'un pourrait argumenter, mais si vous utilisez que des arguments de déplacement infiniment faibles, ben, vous auriez très bien pu être à cet endroit-là en fait aussi, et il n'y a pas moyen de distinguer en fait les deux avec juste des arguments comme ça. Et ce qu'on peut même voir à travers ce deuxième homomorphisme, c'est qu'il n'y a pas moyen de distinguer si vous êtes là ou là, mais il n'y a même pas moyen de distinguer sur quel côté du segment vous êtes. Parce que si vous me dites que vous êtes sur ce côté-là, bah, je peux te dire, bah non, en fait, regarde, avec cet homomorphisme, tu aurais très bien pu être à cet endroit-là et tu n'aurais vu aucune différence. Donc il n'y a pas, en fait, l'idée d'homéomorphisme, si deux objets sont homéomorphes, c'est que il existe une certaine manière de faire le rapprochement entre les deux, tel que, avec juste des arguments de déplacement sans téléportation, on ne puisse pas les distinguer. Donc maintenant, on va continuer sur le cas 3, dernier cas. Est-ce que ces deux objets-là sont homéomorphes d'après vous? Là, c'est plus compliqué. Qui dit oui, levez la main. Et du coup, qui dit non? Je suppose l'autre moitié. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui disent non. Donc là, moi je dirais à vue d'œil, il y a 90% de oui et 10% de non. Donc, ben, en tout cas, on va essayer de voir, avant même de répondre si les deux objets sont homéomorphes, on va essayer de voir si le candidat qu'on avait tout à l'heure, donc on avait une seule fonction bijective candidat tout à l'heure, on va essayer de voir si ça, c'est un homéomorphisme. D'accord? Est-ce que vous pensez que c'est un homéomorphisme, ça? Ouais. Ok, ben, déjà c'est bijectif, donc premier bon point. Déjà c'est bijectif, on va le voir avec l'animation. Maintenant on va regarder, est-ce que la f est continue? Ben, donc là maintenant je fais varier A très très faiblement. Est-ce que ça entraîne une variation très très faible de f de A? Ouais, donc ça c'est continu, c'est bon. Mais pour que ça soit un homéomorphisme, il faut que la fonction inverse soit aussi continue. Bon, maintenant j'inverse. Et je fais varier B très 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 faiblement. Est-ce que la question c'est, hop, ouais, vous voyez en fait, quand je passe là, d'un coup, le f de B il se téléporte ici. Là, hop, 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 B se déplace toujours un tout petit peu, mais hop, d'un coup, f de B se déplace énormément ici. D'accord? Et même en faisant varier un tout petit peu B autour de cette position-là, j'aurai toujours un énorme déplacement sur mon segment. Donc la fonction réciproque n'est pas continue. Donc ça, ce n'est pas un homéomorphisme. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure sur le cercle et le segment? Est-ce qu'on peut conclure quelque chose? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas homéomorphes? Alors, il y a des personnes qui ont dit que oui, ils n'étaient pas homéomorphes. Alors, je ne pourrais pas dire, mais j'ai entendu des oui. En fait, on ne peut rien conclure. Pourquoi? Parce que pour montrer que c'est homéomorphe, il faut montrer qu'il existe un homéomorphisme entre les deux. Mais pour montrer que ce n'est pas homéomorphe, il faut montrer qu'il n'en existe pas. Or là, on a juste montré que celle-là, ça n'en est pas un, mais on n'a jamais montré que toutes n'étaient pas des homéomorphismes. D'accord? Donc pour l'instant, on ne peut rien conclure. On peut juste dire que celui-là, en tout cas, il n'est pas un homéomorphisme. Donc bah, ça, on ne sait pas. Bon, ben, félicitations. Vous venez de comprendre deux nouvelles notions, et cette fois-ci des notions de L3 que j'ai vues l'année dernière en rentrant à l'ENS. C'est-à-dire la notion d'homéomorphisme et la notion d'objet homéomorphe. Voilà, deux notions. Et je tiens juste à m'arrêter un tout petit peu sur la notion d'homéomorphisme. Déjà, l'étymologie, ça veut dire quoi? Homéomorphe, ça veut dire même forme. D'accord? Donc, peut-être que ça peut vous paraître... voilà, c'est une définition mathématique, c'est-à-dire qu'on appelle en mathématiques même forme deux objets tels qu'on peut créer une bijection continue dans les deux sens. Et la notion d'homéomorphisme, en fait, d'homéomorphisme et de savoir si deux objets sont homéomorphes, c'est une notion très importante en mathématiques. Il y a des théorèmes dessus. Par exemple, le théorème de classification des surfaces compactes, qui dit quoi? Qui dit que toute surface compacte est homéomorphe
soit à une sphère, soit un recollement de n-tor, soit à n-plan projectif. Alors peut-être je vous fais peur là d'un coup. On s'en fiche de savoir ce que ça veut dire compact, juste une surface, vous voyez ce que c'est une surface. Bon ben vous lui rajoutez une certaine propriété qui est la compacité, et cette surface-là, maintenant je vais pouvoir effacer un petit peu, cette surface-là, ben, elle est soit homéomorphe à la sphère, ah mince, à chaque fois, ah non c'est bon, soit homéomorphe à la sphère, donc la sphère, ben, vous savez ce que c'est, soit homéomorphe à n-tor, donc un tor c'est quoi? C'est un n-tor recollé, donc un tor c'est quoi? C'est un donut, d'accord? Donc vous prenez votre truc, et donc il y a un trou comme ça, et si je le recolle, ben, du coup, ça fait un truc comme ça. Hop, tac, tac, enfin voilà. En gros, vous prenez n donuts que vous recollez à un endroit, vous obtenez un tor à n trous, on pourrait dire aussi comme ça. Bon, et un recollement de n plans projectifs, c'est un peu trop difficile à voir. Je ne vais pas en parler, mais c'est un troisième cas. Voilà, donc ça, c'est un théorème important, par exemple, qui a été démontré à la fin du XXe siècle. Pardon, excusez-moi, autant pour moi, au début du XXe siècle. Enfin, c'est assez récent, mais c'est au début du XXe siècle. Et il y a aussi des conjectures dans ce domaine-là. Par exemple, une conjecture dont j'aurais bien voulu parler, c'est la conjecture de Poincaré. Et donc la conjecture de Poincaré, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, en 2D, la conjecture de Poincaré, elle est enfin, en fait, c'est un cas particulier du théorème de classification des surfaces compactes que je viens d'énoncer. Donc en 2D, enfin, pardon, pas en 2D, mais dans l'espace, je veux dire, c'est un cas particulier quand on est sur des objets de dimension 2, quand on est dessus, c'est un cas particulier de ça. Et il y a aussi des domaines de mathématiques qui s'intéressent à la question d'homéomorphisme et d'objets homéomorphes. Par exemple, le domaine de la topologie algébrique, initié par Poincaré avec son livre Analysis Situs, que vous avez pu voir à la bibliothèque en fait. Ben, voilà, c'est Poincaré qui a fondé les bases de cette théorie-là. Et cette théorie, c'est quoi? C'est juste essayer de répondre à la question est-ce que deux objets sont homéomorphes en utilisant des arguments d'algèbre. Ça, c'est un autre domaine qu'on peut voir en classe préparatoire aussi, mais à l'ENS et partout ailleurs. C'est en gros d'utiliser des arguments d'un autre domaine et de les appliquer à la topologie, ce qu'on appelle, et d'arriver à conclure si des objets sont homéomorphes ou pas. Et moi, j'ai suivi ce cours-là l'année dernière en M1 à l'ENS. Donc, j'ai suivi le cours de topologie algébrique et c'est grâce à ce cours-là que j'ai eu l'idée de cet exposé ici. Parce qu'on s'est posé, en fait, toutes ces questions-là, c'était des questions qu'on se posait pendant ce cours de M1 à l'ENS. Donc, vous êtes en train de réfléchir sur des questions que je me suis posées juste l'année dernière. Bon, bah maintenant qu'on a défini notre problème et qu'on a bien compris toutes les notions qui rentraient en jeu, on va essayer de le résoudre. Bon, bah, la question c'est, est-ce que vous pensez que le rectangle et la sphère sont homéomorphes? Non, c'est penser, hein, j'attends pas une preuve. Qui pense que les deux sont homéomorphes? Levez la main. Prenez, on s'en fout, prenez des risques. Moi j'ai déjà fait. Ok. Et qui pense que ça ne l'est pas? Ok, moitié-moitié. Est-ce que, alors, quelqu'un qui pense que ça l'est, est-ce que quelqu'un aurait envie de dire pourquoi? Est-ce que quelqu'un aurait envie d'essayer d'argumenter pourquoi les deux seraient homéomorphes? Bon, personne. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie d'argumenter pourquoi ils ne sont pas homéomorphes? Ouais? Ouais, pourquoi? Elle est pas comment? J'ai pas entendu. À quoi? Au rectangle? Ok. Et pourquoi? Alors, inverse. Alors, donc ton argument, c'est. Enfin, ce que tu es en train de dire, c'est la fonction inverse n'est pas continue, c'est ça? Mais déjà, il faut préciser inverse de quoi? Donc, toi, ta fonction, tu l'as fait partir d'où d'en où? Du rectangle ou de la sphère? Bon, tu l'as fait partir de la sphère dans le rectangle, et toi, tu nous dis que quand on va considérer. Comment? Ouais. En fait, tu ne peux pas dire juste tout court la sphère n'est pas homéomorphe. Il faut dire homéomorphe à quelque chose. En gros, homéomorphe, ça veut dire même forme en français. Donc si tu me dis la sphère a même forme et tu t'arrêtes là, il manque un truc dans ta phrase. Donc il faut dire même forme que quoi? Et nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le rectangle et la sphère ont la même forme? Autrement dit, est-ce qu'il existe un homéomorphisme entre les deux ou une bijection continue dans les deux sens entre les deux? Ouais. Il y avait. Non, donc toi, tu penses que oui ou que non? Donc toi, tu penses que oui, parce que dans une sphère, on peut faire le tour dans un sens, enfin on peut faire un certain tour de la sphère, et sur un rectangle, on peut faire le tour du rectangle aussi. Dans le même sens. Ok, ouais.
Ah, très bonne remarque, mais en vrai, c'est pas... ok, très bonne remarque, je la répète. Donc, il pense que c'est pas homéomorphe, parce que le rectangle, on a vu, c'est dans le plan, et la sphère, on l'a vu, c'est dans l'espace. C'est dans un truc à 3 dimensions. C'est une très bonne remarque. Ce qu'il faut te dire, c'est que qu'est-ce qui m'empêche le rectangle de le voir dans l'espace? Il y a... Ah non, je peux très bien voir mon rectangle. Si tu veux mon rectangle, je peux très bien dire que c'est... Comment... Donc, mon rectangle, je peux très bien dire que c'est l'ensemble des points x, y, z, tels que... Alors, x soit entre 0 et L, y soit entre tac, et z, je dis que c'est égal à 0. Et ça, si tu regardes, ça sera un pavé, mais aplati totalement, et en fait, c'est un rectangle. En gros, je lui donne, si tu veux, un rectangle, si je le vois en 3D, je lui donne juste aucune épaisseur. Donc mon rectangle, je peux le voir. Et un autre argument, donc, ça en tout cas, c'est pas un argument valable, parce que j'aurais pu très bien dire que mon rectangle, c'était un élément de l'espace. Donc ça, en mathématiques, on noterait comme ça. Un autre argument, c'est que ce qui compte sur les objets, c'est quand on est dessus, d'accord? Et sur la sphère, quand je me déplace, je suis en dimension 2. Quand je suis sur une sphère, je suis en dimension 2. J'ai deux moyens pour me déplacer. Quand je suis sur un rectangle, j'ai 2 moyens pour me déplacer. Donc a priori, quand tu es sur une sphère, c'est à peu près la... toi, tu le représentes mathématiquement comme un truc dans un espace, mais quand tu es dessus, tu as l'impression que c'est un truc en 2 dimensions. Donc ce n'est pas des arguments valables. Ça ne veut pas dire que c'est homéomorphe. Mais... Ouais, dernière intervention. Ouais, vas-y. C'était juste, étant donné que le segment était homéomorphe au cercle. Ah mais parce que toi, tu connais déjà des résultats alors peut-être. Comment tu sais que le segment est homéomorphe au cercle? En plus, c'est pas vrai exactement, mais c'est pas vrai, mais c'est ok. Et, on passe juste à la dimension supérieure. Ok, mais en fait, c'est pas le cas. Le segment n'est pas homéomorphe au cercle. On montrera l'inverse même tout à l'heure. Mais bon, la réponse est, je suis désolé, mais je vais avancer. La réponse à cette question est non, tout simplement. Ils ne sont pas homéomorphes. Bon, maintenant la question c'est comment est-ce qu'on le montre? Parce qu'en mathématiques, si je vous dis non et j'arrête de l'exposer, ça n'a absolument aucun intérêt, parce que j'aurais pu très bien dire oui. Donc maintenant on va essayer de le montrer. Comment on le montre? La méthode générale pour montrer que 2 objets sont homéomorphes, c'est d'exhiber un homéomorphisme. C'est-à-dire, regardez, la fonction que je vous donne, c'est un homéomorphisme, donc c'est bon, c'est homéomorphe. D'accord? Bon, maintenant la question c'est comment est-ce que je fais pour montrer qu'ils ne sont pas homéomorphes? Parce que pour montrer qu'ils ne sont pas homéomorphes, il faut que je montre que c'est impossible de me donner un homéomorphisme. Bon, comment on procède en mathématiques? On va raisonner par l'absurde. C'est-à-dire quoi? On va supposer qu'il existe un homomorphisme qui existe, et on va montrer que cette existence-là, elle est absurde, elle mène à dire n'importe quoi. Et donc du coup, ce n'est pas possible que ça existe, parce que si ça existait, ça serait absurde. Donc pour montrer que ça n'est pas homéomorphe, on va raisonner par l'absurde. Et du coup, comment est-ce qu'on va prouver? Nous, on veut prouver que le rectangle et la sphère ne sont pas homéomorphes. Du coup, on va commencer par supposer qu'ils le sont. Donc je suppose qu'il existe une fonction f entre le rectangle et la sphère, telle que ça soit une bijection, d'accord? Elle fait correspondre à 1 les points de la sphère et du rectangle, et telle que quand je me déplace, et tel que quand je me déplace un tout petit peu sur le rectangle à un endroit du rectangle, ça entraîne un tout petit peu par f un déplacement sur la sphère, et réciproquement, quand je me déplace un tout petit peu sur la sphère, par f-1, ça entraîne un tout petit déplacement sur le rectangle. Voilà, on suppose ça. Et maintenant, on va essayer de montrer qu'en fait, cette fonction-là, elle ne peut pas exister. C'est pas possible que ça existe ça. Comment on va faire? La première étape du raisonnement, c'est vous plantez un bâton. D'accord? Donc vous allez planter un bâton sur le rectangle. Planter un bâton en mathématiques, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, en gros, vous interdisez d'aller à un certain point. Donc vous plantez le bâton, et vous n'avez plus le droit d'aller au point qui est en dessous le bâton. Donc ici, moi, je le note en rouge. Rouge, alors tout à l'heure, je l'avais noté en rouge aussi sur le segment dans notre cas 3. Le rouge, j'ai choisi cette couleur parce que imaginez que c'est du feu, et vous ne pouvez pas aller à cet endroit-là. C'est un endroit qu'on s'interdit d'aller. D'accord? Bon, par f, ce point-là, ça correspond, alors on va noter r privé de x0, et ça correspond à planter un bâton dans la sphère, d'accord? Si je prends f, le point en rouge sur le rectangle, hop, par f, ça me donne un autre point rouge dans la sphère. Bon, première étape, je plante un bâton. Deuxième étape, je mets un élastique autour du bâton que j'ai planté dans le rectangle, d'accord? Donc un élastique, c'est quoi? Vous avez votre bâton là et vous mettez un élastique autour. Ok. En mathématiques, c'est quoi un élastique? C'est ce qu'on appelle un lacet. Alors je vais peut-être effacer un peu, tout ça, ça ne sert plus à rien. Donc en mathématiques,
On appelle ça un lacet. Et qu'est-ce que c'est un lacet? Ben, nous, on va le noter gamma, mais un lacet de manière générale, gamma, c'est quoi? C'est juste une fonction de 0, 1 dans un objet qui est continu et tel que gamma de 0 égale gamma de 1. D'accord? Autrement dit, je me déplace dans le temps, entre un temps 0 et un temps 1, de manière continue, donc sans me téléporter, et il faut qu'à l'instant 1, au bout d'une heure, je revienne à mon point initial où j'étais à l'instant 0. D'accord? Et donc on peut le voir ça tout simplement là. Ben, je peux voir ça par j'ai fait une petite animation, donc vous imaginez que là, ben, on se déplace sur le truc. Hop, à l'instant 0, on passe par le point, on se déplace, et à l'instant 1, on revient à l'endroit où on était à l'instant 0. D'accord? Donc ça, c'est un lacet. Bon, ben, par F, j'ai pris mon point tout à l'heure que je m'étais privé dans R. Par F, ça m'a donné un point ça m'a donné un point dans la sphère. Maintenant, si je prends un lacet qui est dans le rectangle privé de ce point rouge, ben par F, ça va me donner voilà, par F, ça va me donner un lacet dans la sphère qui ne passe pas aussi par le point rouge. D'accord? Alors, il y a plusieurs choses à vérifier. Pourquoi ça me donne un lacet? Parce que, en fait, la continuité, il y a une propriété de la continuité qui est importante, c'est que quand on compose deux fonctions continues, c'est-à-dire composer, ça veut dire on applique d'abord une fonction continue, puis après on applique une deuxième fonction continue, ben le résultat total, il est encore continu. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir en tête que la continuité, c'est quoi? C'est conserver les variations infiniment faibles. D'accord? Donc ben, si j'ai une première fonction, elle conserve les variations infiniment faibles. Du coup, variation infiniment faible devient variation infiniment faible, mais si j'applique une autre fonction continue, ben, ces variations infiniment faibles, elles sont encore des variations infiniment faibles, et du coup, globalement, ben, ma variation infiniment faible, elle est encore une variation infiniment faible à la fin, au bout des deux fonctions. Donc, quand j'applique deux fonctions continues, ça me donne une fonction continue. Donc, je sais que quand j'applique f qui est continu à mon lacet qui est continu, le lacet que j'obtiens dans la sphère, il est continu encore. Et je sais aussi que comme f, elle est bijective, si mon lacet dans le rectangle, il ne passait pas par x0, ben, je sais que quand je vais appliquer ma fonction, il ne va pas non plus passer par le f de x0 que j'avais mis là, le point rouge qui était dans ma sphère. D'accord? Parce que bijection, c'est faire correspondre 1 à 1. Donc si je ne passe pas par ce point-là, il n'y a pas d'autre moyen pour arriver au point ailleurs que de passer par le point rouge qui était du premier rectangle. Bon, ben, c'est un lacet. OK. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste renommer mes segments. D'accord? Alors, c'est bien continu. Hein. Ce que je vais faire là, vous voyez, le f rond gamma 0, je vais l'appeler alpha 0. D'accord? Je l'appelle alpha 0. Et en fait, du coup, gamma 0, ben, si lui, je l'ai appelé alpha 0, vous vous rappelez, gamma 0, celui-là a été obtenu en prenant celui-là en appliquant f, mais aussi, celui-là, je peux le voir en fait en prenant celui-là et en appliquant f-1. Bon, ben, du coup, gamma 0, c'est f-1 de alpha 0. J'ai juste inversé la manière de le voir. OK. Et maintenant, ce que je vais faire, donc première étape, je plante un bâton. Deuxième étape, je mets un élastique autour du bâton. Troisième étape, j'étire mon élastique sur la sphère maintenant, et je vais essayer de le contracter en un seul point. Donc comment est-ce que je peux faire sur la sphère là? Ben, si mon élastique, je l'étire vers l'arrière de la sphère, ben, à un moment, l'élastique, je vais pouvoir le ramener en un seul point. Et bien sûr, il faut que je le contracte continuellement. D'accord? C'est-à-dire que je le contracte de telle sorte à ce que ben, le lacet, il se déplace continuellement, il varie infiniment faiblement à chaque instant t. Le lacet est infiniment faiblement le même à des instants différents, très très proches. OK, donc ben, je vais commencer. Donc ben, par exemple, je commence par le tirer comme ça. Et comme f-1, si vous voulez, ces deux lacets-là, ils sont liés par f-1. Du coup, si lui, je le déplace infiniment faiblement, ça correspond à déplacer celui-là infiniment faiblement. Hop, comme ça. Bon, ben maintenant, je continue. Lui, je le déplace infiniment faiblement encore. Hop, je me rapproche derrière la sphère. Bon, ben là, ça correspond encore à le redéplacer infiniment faiblement. OK. Mais je sens que si là, je le déplace infiniment faiblement, le x0, il me bloque ici. D'accord? Le x0, il me bloque. Bon, maintenant, dernière étape, donc vous imaginez que là, c'est continu, hein, c'est-à-dire c'est déformé continuellement, etc. Bon, ben, dernière étape, le lacet, hop, je peux le contracter là. Bon, et du coup, comme celui-là, c'était juste ce lacet-là, image par f-1, si ici, c'est un point, ben, qu'est-ce que ça devrait être mon lacet ici? Ça devrait être un point aussi. Donc ça veut dire qu'à l'instant, donc là, c'était des instants entre 0 et 1. Si à l'instant 1, mon lacet, c'est un point ici, ben, à l'instant 1, ici, mon lacet, ça sera aussi un point. Mais le problème dans ça, en fait, c'est qu'on vient de passer de ça à ça avec une déformation continue. Bon, ben ça, c'est pas possible. Comment est-ce que vous faites si vous mettez un rectangle, comment est-ce que c'est possible que, en le déformant infiniment faiblement, en le déformant continuellement,
comment je peux passer de un lacet là, alors plutôt noter comme ça, un lacet là, en juste un point ici, ben, c'est pas possible. Et donc du coup, ben, ce qu'on vient de faire, ça montre que l'homéomorphisme qu'on considérait, même si on ne le savait pas, on ne le connaissait pas, avec ces arguments-là, ben, il n'existe pas. Autrement, on arriverait à une absurdité qui consiste à dire que ce lacet-là, je peux le déformer continuellement en ce truc-là, sans jamais passer par ce point-là. Bon, c'est absurde. Bon, mais il y a un truc où j'ai truandé, enfin, je vous ai arnaqué, c'est que comment on montre que c'est absurde? Comment on montre que ce n'est pas possible de transformer ce lacet-là en ce lacet-là qui est juste un point, sans passer par ça? Ben, on ne va pas faire la preuve ici, et en fait, ce n'est pas du tout trivial, et ça peut paraître évident, enfin, dans le sens où on se dit, bah ouais, enfin, genre, je vois pas, le point il me bloque, quoi. Je vois pas comment est-ce que je peux passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est un résultat que j'ai vu en M1 donc l'année dernière dans le cours de topologie algébrique où on a fait une preuve avec des revêtements, enfin des trucs comme ça, pour montrer que ça ne peut pas exister. Mais vous avez compris une bonne grosse partie de la preuve. Donc félicitations, ben, vous venez de faire votre première preuve de Master 1. Même si ça, c'est pas, enfin même s'il y a un petit passage de la preuve qu'on n'a pas démontré, vous avez fait une grosse partie parce qu'en fait, ça, là, les arguments, sans vous le dire, c'est les arguments qu'on a utilisés dans le cours de topologie algébrique. Parce que considérer des lacets, en fait, c'est considérer un objet un peu plus général encore, mais je vais y venir dans quelques instants. Et donc du coup, quelle est la propriété qu'on a utilisée là dans notre preuve? On a simplement utilisé le fait qu'un homéomorphisme conserve les lacets, ou conserve les élastiques si vous préférez. On a juste utilisé le fait que quand vous avez un lacet à un endroit, hop, vous appliquez la fonction, ça transforme, vous appelez par l'homéomorphisme, ça transforme un lacet à un autre endroit, et réciproquement. C'est la seule chose qu'on a utilisée, que l'homéomorphisme conserve les lacets. Bon, mais il y a d'autres choses que l'homéomorphisme conserve, on ne va pas les démontrer, hein, mais ça conserve aussi le nombre de morceaux, d'accord? Donc il faudrait justifier mathématiquement plus ce que ça veut dire le nombre de morceaux, mais voilà, ça conserve ça. Ça conserve en fait les groupes d'homotopie, donc introduits par Poincaré dans l'analyse situs. Et en fait, les groupes d'homotopie, c'est quoi? Alors un groupe, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est ça, en fait, c'est les groupes des lacets. Vous fixez un point et vous regardez tous les lacets qui partent en ce point, et vous dites que deux lacets sont les mêmes si jamais vous pouvez passer continuellement de l'un à l'autre, et vous obtenez votre groupe d'homotopie. D'homologie, non, d'homotopie, pardon, excusez-moi. Enfin, groupe d'homotopie. Et donc du coup, l'homéomorphisme, ça conserve les groupes d'homotopie. Autrement dit, si vous avez un groupe d'homotopie à un endroit, et que vous avez un autre espace qui est homéomorphe, vous savez que le groupe d'homotopie à l'autre endroit sera le même, entre guillemets, que celui que vous aviez au point de départ. Voilà. Et donc la topologie algébrique, c'est entre autres étudier les groupes, donc c'est des éléments d'algèbre, et on étudie ça entre autres, pour essayer de distinguer deux espaces. L'idée c'est quoi? On suppose qu'ils sont homéomorphismes, et si leur groupe d'homotopie ou d'homologie diffère, ben on dira qu'en fait ils ne sont pas homomorphes. Voilà, donc deuxième chose, groupe d'homologie, ça a été encore inventé par Poincaré, enfin introduit par Poincaré dans son livre Analysis situs, donc c'est assez fort. Ouais. Attends, donc j'ai pas compris ta question. J'ai pas très bien compris en quoi ça nous aide par rapport à notre question principale sur la Terre. Bah, ok, bah, sur la Terre, la question c'est comment est-ce que maintenant on peut le percevoir sur la Terre, mais c'est une très bonne question. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'était est-ce qu'en s'autorisant que des arguments de déplacement sans téléportation, on est capable de distinguer la Terre du plan, d'accord? Initialement, on peut le voir comme ça, en fait c'est une autre formulation. Moi j'ai donné une formulation avec des homéomorphismes, mais on peut le formuler comme ça. Et la question c'est que là, on a trouvé une manière de différencier les deux depuis la Terre en utilisant que des arguments de déplacement sans téléportation. Comment tu fais pour distinguer les deux? Ben, imagine que je te mets sur l'un des deux, tu ne sais pas sur lequel tu es, tu plantes un bâton, tu mets un élastique autour. Si l'élastique, en l'étirant, tu arrives à le contracter en un point, c'est que tu es sur la sphère. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu es sur le rectangle. Voilà. Donc en fait, grâce à cette démonstration qu'on a fait tout à l'heure, tu es capable, juste en utilisant un bâton et un élastique, bon, il faudrait supposer que l'élastique, tu peux l'étirer très très largement, mais tu es capable de me dire sur lequel des deux tu te trouves. Et donc tout ça juste en utilisant des arguments de déplacement sans téléportation. Bon, maintenant, pour finir l'exposé, je vais vous parler de quelques autres résultats. Donc là, on a vu que la sphère et le plan ne sont pas homéomorphes, mais on va essayer de voir quelques autres résultats pour que vous ressortiez de l'exposé avec pas que ce résultat-là en tête et que vous ayez envie de vous poser plein de questions sur est-ce que ces objets sont homéomorphes ou pas. Donc premièrement, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le segment et le cercle sont homéomorphes? Donc c'était toi, c'était ce que tu disais oui. Et en fait, c'est notre cas 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le segment là, privé d'un point et la sphère. En fait, on s'en fout que ça soit privé d'un point pour montrer que c'est pas homéomorphe. Et comment on le montre? Ben, tout simplement, là, vous voyez votre
cercle, d'accord? Alors, je vais utiliser un résultat que je n'ai pas démontré, hein, pour le montrer, parce que c'est comme ça qu'on le démontre, mais je vous ai dit que l'homéomorphisme conserve le nombre de morceaux, d'accord? C'est-à-dire que deux objets qui sont homéomorphes vont avoir le même nombre de morceaux. Autrement dit, si deux objets n'ont pas le même nombre de morceaux, ils ne sont pas homéomorphes. C'est ça qu'on va utiliser. Bon, comment on fait? Ben, je me prive d'un point x0 au milieu, enfin à l'intérieur du segment à gauche. Du coup, par f, ça correspond à me priver d'un point à droite. Bon, mais à gauche, il y a combien de morceaux? Il y a deux morceaux, parce que là, mon segment, je l'ai divisé en deux parties. C'est-à-dire que si quelqu'un, je le mets à gauche du point rouge ou à droite du point rouge, il ne pourra pas passer entre les deux sans se téléporter. Donc il est en deux morceaux. C'est ça que ça veut dire être en deux morceaux. Et à droite, un seul morceau. Donc ça, c'est pas homéomorphe. D'accord? Parce qu'on n'a pas le même nombre de morceaux. Maintenant, si je prends ce segment ouvert avec la droite, est-ce que vous pensez que c'est homéomorphe? Alors, levez la main ceux qui pensent que c'est homéomorphe. Ouais, et ceux qui ne pensent pas? Bon, le reste, je suppose. Bon, il y en a qui ne savent pas. Ok. Ok, juste quand je dis le segment, c'est le segment dans lequel je me suis privé les deux points. Hein. Je m'interdis d'aller aux deux extrémités. Bon, on va voir que c'est homéomorphe. Pourquoi? Parce qu'on va passer par un objet intermédiaire qui est... Alors, c'est quoi cet objet intermédiaire? C'est le cercle et pointé. Donc, vous prenez un cercle, vous enlevez un point. D'accord? Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que le segment ouvert, donc dans lequel j'ai enlevé deux extrémités, il est homéomorphe au cercle auquel j'ai enlevé un point. Et le cercle auquel j'ai enlevé un point, bah, il est homéomorphe à la droite. Et donc, du coup, à la fin, tout sera homéomorphe entre eux. Pourquoi le segment ouvert est homéomorphe au cercle et pointé? Ben, regardez, mon segment, je peux le déformer un petit peu comme ça. Donc, c'est une déformation continue. Hein. Hop, hop, hop. Et à la fin, je rejoins mes deux points et j'obtiens exactement le cercle que j'avais à droite. Et c'est une déformation qui est continue. Bon, ben, ils sont homéomorphes. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, pourquoi le cercle et pointé et la droite sont homéomorphes? Ben, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la projection stéréographique. En fait, alors j'ai inversé les couleurs, bon. Je viens de m'en rendre compte. Bon, c'est pas grave. Donc, comment vous faites? Vous prenez un point sur le cercle. Et vous prenez la demi-droite, on va dire, qui passe par le pôle et par le point. Bon, bah, cette demi-droite, elle coupe la droite verte en un point. D'accord? Bon, bah, maintenant, je fais varier ce point. Ça va me faire varier. Donc excusez-moi. Donc ça, en gros, ça nous donne une bijection. D'accord? Parce que je pourrais faire le truc dans l'autre sens, je vais le faire juste après, mais bon, ça nous donne une première fonction. Cette fonction, elle est continue. Vous voyez bien que quand je fais varier le point bleu infiniment faiblement, ça fait varier le point vert infiniment faiblement. Et elle est bijective parce que je peux inverser le processus. Quand je prends un point de la droite, hop, en traçant la demi-droite qui passe par le pôle, ça coupe le sphère en un unique point. Donc ça, c'est mon point dans l'autre sens. Et ça aussi, c'est continu, mais cette animation, elle ne marche pas. Mais vous imaginez que quand le point vert, il bouge un tout petit peu, ça fait aussi bouger un tout petit peu le point bleu. Bon, donc ça, c'est homéomorphe. Donc ça et ça, c'est homéomorphe. Donc en fait, le segment ouvert et la droite sont homéomorphes. Maintenant, on va encore voir d'autres résultats. Ben, est-ce que vous pensez que le carré ouvert, c'est-à-dire je m'interdis d'aller partout sur les bords, c'est homéomorphe au plan? C'est-à-dire, en gros, je viens de généraliser mon cas d'avant. J'ai pris le segment privé des deux extrémités, je me demandais si c'était homéomorphe à la droite. Maintenant, je prends le carré privé de tout le contour, je me demande si c'est homéomorphe au plan. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Alors oui, pourquoi? Ok, en fait, alors je ne t'interroge pas, mais enfin, je pense que on peut généraliser exactement ce qu'on a fait. Ben, on va passer cette fois-ci par quel objet intermédiaire? Ben, la sphère privée d'un point. Et ben, en fait, le carré privé d'un point et la sphère privée d'un point, ils sont homéomorphes. Pourquoi? Parce que vous pouvez imaginer que, je n'ai pas fait l'animation, mais vous pouvez vous imaginer que le carré dans lequel j'ai enlevé tous les trucs, je peux le refermer, si vous voulez, et tous les points du contour, en fait, ils vont tous arriver sur le seul point de la sphère qui est rouge. Tous les points rouges du carré vont arriver sur le seul point rouge et à la fin, on obtient un homéomorphisme. C'est comme quand vous avez des gâteaux, je sais pas, vous déballez votre truc, ça s'ouvre comme ça, mais là, vous refermez comme ça, et tous les points rouges du carré, hop, deviennent le point rouge de la sphère. Et comment on montre le deuxième homéomorphisme? Mais encore de la même manière que tout à l'heure, avec la projection stéréographique, mais en 3 dimensions. Ben, tout simplement, vous pouvez refaire la même construction, et là, c'est encore une fonction bijective et bicontinue, enfin continue dans les deux sens. Voilà, donc ça c'est homéomorphe. Et en fait, vous pouvez totalement généraliser ce résultat-là à des dimensions supérieures. Donc Eva, tout à l'heure j'ai parlé de ton exposé, mais enfin, Eva a parlé de ça, mais en fait en dimension n, vous pouvez totalement faire le même résultat-là, et donc c'est vrai aussi en dimension n. Quand vous prenez en gros le cube unité ou le cube ouvert dans un espace de dimension Rn,
il est homéomorphe à l'espace total. Bon, une toute dernière chose, maintenant on peut considérer des objets plus simples. Par exemple, considérez les lettres de l'alphabet. Et ben, vous pouvez vous demander quelles sont les lettres entre elles qui sont homéomorphes. Par exemple, je sais pas moi, je prends ces deux lettres-là, à votre avis, est-ce que c'est homéomorphe? Ouais, parce qu'en fait, ces deux lettres-là, elles sont homéomorphes parce qu'en fait, elles sont les deux homéomorphes. On pourrait simplifier, si vous voulez, l'objet, et elles sont homéomorphes à tout simplement à ça, quoi. Enfin, voilà, je l'ai fait avec. Imaginez juste un trait, quoi. Elles sont toutes homéomorphes à ça. Bon, mais maintenant, je prends d'autres lettres. Par exemple, je prends Y et L, est-ce qu'elles sont homéomorphes? Non. Et comment est-ce que je montre qu'elles ne sont pas homéomorphes? Comment? Ouais. Il y a une téléportation pour la deuxième barre. Donc, dans L, tu parles? Quelle deuxième barre? Cette barre et cette barre? Ouais, mais je peux très bien passer continuellement de l'un à l'autre. Si tu veux. Oui, mais si tu veux, toi tu es en train de regarder. Si tu veux, le fait que. Le problème, c'est pas qu'il y ait des points qui soient éloignés dans l'ensemble. Le problème, c'est que quand tu les fais correspondre un avec l'ensemble, des points qui sont très très proches deviennent infiniment loin, ou réciproquement. C'est ça qui poserait problème. Mais le problème, c'est pas qu'il y ait des points qui sont très loin dans l'ensemble en lui-même. Mais en fait, toi, on passe pas deux fois au même. Comment on passe deux fois au même point? En fait, pour faire le Y total, il faut descendre, ensuite remonter et repasser. Oui, mais alors la question c'est, on compare. Là, tu es en train de. Ouais, peut-être que c'est lié. Donc ta question, c'est pour tracer le Y, on fait tac, 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 alors que pour le L, je pense, on fait que comme ça. Mais la question, c'est en termes mathématiques, il faut montrer qu'il n'existe pas de bijection continue dans les deux sens entre les deux. Donc c'est ça qu'il faut arriver à montrer pour dire qu'ils ne sont pas homéomorphes. Ouais, dernière intervention et après. Ouais. Alors, mais là, donc ton argument, c'est qu'ils n'ont pas le même nombre de morceaux. Mais là, ils ont le même nombre de morceaux. Ça, c'est en un seul morceau. C'est-à-dire que ça, c'est en un seul morceau. Et ça, c'est en un seul morceau. Donc pour l'instant, ça ne pose pas de problème. L'idée, elle est où? On va refaire encore la même chose. On va planter un bâton. Où on va le planter dans Y et on va le planter où? On va le planter ici exactement. D'accord? Si je le plante, alors ce ne sont pas homomorphes, et maintenant je suppose et si je le plante là, à gauche c'est en combien de morceaux? 3. Et ça ferait par F, ça correspondrait à le planter à un certain endroit ici. Et si je le plante ici, c'est en combien de morceaux là? 2. Mais attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai supposé qu'il existe un homomorphisme, mais je ne le connais pas cet homomorphisme. Donc ça se trouve, le f de x0, il n'est pas à cet endroit-là. Par exemple, il pourrait être tout en haut. S'il est tout en haut, il y a combien de morceaux? 1. Mais en fait, dans tous les cas, quel que soit l'endroit où f de x0 est sur le L, il y aura toujours 2 ou 1 morceau. Donc il n'y aura jamais le même nombre de morceaux que 3. Donc en fait, vous venez de montrer que les deux ensembles les deux lettres ne sont pas homomorphes. Bon, et puis après, vous pouvez continuer, vous pouvez prendre les lettres minuscules si vous voulez, vous demandez lesquelles sont homomorphes, et tous les résultats seront dans le polycopier qui ira avec. Et je vais m'arrêter là. Donc vers la conjecture de Poincaré, c'est ce que j'aurais bien aimé faire si j'avais plus de temps. Mais à la fin de cet exposé-là, vous êtes totalement capable de comprendre cette conjecture-là. Les autres termes, c'est du pipi-tcha par rapport à l'homomorphisme. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Ouais. J'aimerais savoir quelle était la différence entre une fonction et une application. Ah, très bien. Donc, première question, quelle est la différence entre une fonction et une application? Donc, est-ce que tu es en quelle classe? En sup. Tu es en sup, ok. Je comprends pourquoi tu me poses. Donc, tu es en sup. Je comprends pourquoi tu me poses cette question-là, parce que, en vrai, j'ai triché dans mon exposé, c'est-à-dire qu'en mathématiques, une fonction, c'est pas ce que j'ai défini là. C'est-à-dire qu'une fonction, quand elle est définie, ce qu'on dit, elle associe à un point un unique élément de l'autre ensemble, mais il y a des endroits où on s'autorise en fait qu'il n'y ait pas d'autres éléments. On peut juste dire, dans une fonction, en fait, ce que vous dites, c'est qu'à tout point, il y a au plus un élément, d'accord? Et moi, j'ai un peu triché, c'est-à-dire que j'ai appelé ça fonction, j'ai pas pris ça comme définition de fonction, juste pour pas introduire des termes différents, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et une application en mathématiques, c'est exactement ce que moi j'ai appelé fonction. Et une fonction, c'est un peu plus général en mathématiques. Ouais. Sur l'homomorphisme, il fallait que ce soit une application objective et l'application et sa réciproque était continue. Et on avait un exemple où l'application était continue mais pas la réciproque. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire pour que à chaque fois la réciproque soit continue ou un truc comme ça, est-ce que ça serait pas normal d'attendre que la réciproque soit continue ou en quel cas ça n'arrive pas, etc.
Donc, je n'ai pas précisément bien compris la question. Donc, la question, c'est est-ce qu'on pourrait donner des critères pour dire dans quel cas la bijection, la réciproque de la fonction, enfin, en supposant que la fonction est continue, dans quel cas la fonction réciproque serait continue? Alors, je ne connais pas de critères généraux. Ce que je peux dire, c'est que si vous placez si vous regardez une fonction qui est de R dans R, là, il y a des critères. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui est continue bijective, vous savez que la réciproque va être continue bijective. Mais là, on n'était pas de R dans R, on était de R dans R2. Donc, personnellement, en tout cas, je connais pas de critères. Je connais pas de critères. D'autres questions? Oui, une dernière question. Ouais. T'as pas compris dans mon exposé? Non. Dans la preuve? Dans la preuve, ce sera la dernière et après on va arrêter là. Alors il faut que je remonte. Alors c'était quoi que tu n'avais pas... Non, pourquoi ça ne marche pas? En gros, ta question, c'est pourquoi dans le rectangle, on ne peut pas, en contractant le lacet, donner un point, c'est ça? Si c'est ça ta question, en fait, on ne l'a pas démontré. Ça, c'est un résultat que j'ai montré. Ah, ok. En fait, la diapo on après, on voit un point en plus sur le carré. Ouais, donc, ok, le passage, ok, je comprends. Ok, donc en gros, si tu veux, l'idée, c'est quoi? C'est que là, je suis à l'instant 0,7, d'accord? T vaut 0,7, on va dire. Mon lacet, il est comme ça, d'accord? Et mon lacet, dans l'autre, du coup, si je prends ce lacet par F, on va dire qu'il était comme ça, d'accord? Parce que, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas possible, en fait, physiquement, mais j'arrive pas à trouver une manière de le déformer tel qu'on puisse passer, en gros, sauter, si vous voulez, le point. Du coup, à 0,7, je dis qu'il est de cette forme-là. Mais par ce qu'on vient en train de faire, il est possible que de 0,7 à 1, là, vous êtes d'accord que je peux très bien, en continuant la déformation, hop, contracter en un point. Là, je peux très bien contracter en un point. Bon, si j'y arrive ici, forcément, comme ça, c'est un homomorphisme, ça voudrait dire que ici, comme ce truc-là, c'est l'image de ce truc-là par la fonction, ici, ça devrait être un point aussi. Ça doit être un point aussi, en fait. Et ça, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible de contracter, de transformer continuellement un lacet qui, dans notre cas, en un point. Et ça, c'est un résultat de M1 qu'on montre. Mais en fait, c'est pas possible. Ça, quand on suppose l'homomorphisme, ça doit se passer, mais c'est pas possible que ça se passe. Voilà. Ok. Bon, alors, toute dernière. Ouais. On a vu du coup que c'était pas homéomorphe, la sphère et le plan, et pourtant aujourd'hui la France, le monde c'est une sphère et on arrive quand même à faire des plans, donc on se sert, les distances sont justes. Ouais, alors très bonne question encore, et ce sera la dernière à laquelle je répondrai. Donc on me dit, la question c'est, ok, peut-être que la sphère et le plan, alors j'ai dit plan, mais nous c'est rectangle qu'on a montré. De toute façon, si vous voulez montrer que la sphère et le plan sont pas homomorphes, vous faites exactement la même preuve. C'est exactement la même, c'est juste que, bon voilà, on n'a pas pris. Mais comment, la question est, là, ok, on vit sur une sphère, mais pourtant on arrive bien à représenter la sphère sur un rectangle. Là, au tout début, j'ai montré un planisphère. Et en fait, ce qu'on fait implicitement dans notre tête, c'est qu'on identifie les points. C'est-à-dire que quand je vous montre le planisphère, vous savez dans votre tête que l'extrémité gauche, en fait, c'est l'extrémité droite. Et du coup, dans votre tête, vous rajoutez des identifications qui, a priori, quand je vous donne un rectangle, il n'y a aucune raison pour que le côté à gauche soit le côté à droite. Si vous faites les identifications, oui, c'est le cas. C'est-à-dire, mathématiquement, ça demande de rajouter des choses, mais si a priori on prend juste un rectangle et on oublie toutes les choses qu'on sait implicitement, c'est-à-dire que le côté gauche, en fait, sur notre truc là, où il y a la carte, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, sur ça, le côté gauche correspond au côté droit. Si on oublie ça, on ne peut plus le représenter de cette manière. En fait, on fait naturellement des identifications. C'est pour ça qu'on arrive à représenter dans les deux cas. Ok, merci beaucoup d'être venu.